Bonjour, la révolution féministe a-t-elle déjà eu lieu? Dans Où en sont-elles qui paraît au Seuil, il estime que la guerre des sexes n'a pas lieu d'être. L'anthropologue, historien Emmanuel Todd est notre invité à partir de 12h55. Mais d'abord, révélé par Jacques Audiard dans Un prophète en 2009, Reda Kateb a été médecin dans Hippocrate de Thomas Lilti, César du meilleur acteur dans un second rôle, Django dans le film d'Étienne de Colmar, éducateur, encadrant de jeunes autistes dans Hors Normes d'Olivier Nakache et Éric Toledano, duo de réalisateurs qu'il a retrouvé pour la série En thérapie. Il revient à l'affiche du nouveau film de Thomas Kruithof, Les Promesses, au cinéma mercredi, où il se la joue de la politique. Reda Kateb est notre invité jusqu'à 12h30. France Culture, la grande table, Olivia Gesbert. Après La mécanique de l'ombre en 2017 sur les services secrets, Thomas Kruithof s'intéresse cette fois à une autre mécanique, celle du pouvoir. Maire d'une ville du 93, Clémence, jouée par Isabelle Huppert, mène une bataille acharnée pour sauver la cité des Bernardins, une cité minée par l'insalubrité et les marchands de sommeil. Pour ce faire, elle est épaulée par Yazid Reda Kateb, joue ce rôle. Il est son directeur de cabinet, il vient de là-bas. Alors qu'elle est rattrapée par ses ambitions, lui tente de rester fidèle à ses convictions. Ce que vous faites, c'est de l'intimidation. Bonjour monsieur. C'est ça la démocratie, franchement. Oui, Répondez-moi. Est-ce que c'est ça la Monsieur Esposito, je vous rappelle que vous n'avez rien à faire ici. Vous êtes un marchand de sommeil. Plus la cité se dégrade, et moins cher vous rachetez les appartements. Yazid, Tanguy Rkab. Bonjour. Bonjour. On va tout rénover. Le bâti, le chauffage, l'ascenseur. Avec un plan de rénovation sur 31 mois. Ils ont besoin qu'on leur tende la main. Une main à 63 millions d'euros, Clémence. La question, c'est on fait quoi maintenant? Il n'y a pas de plus beau mandat que celui de maire. Vous avez peur de quoi exactement? D'assumer un peu d'ambition? Vous avez exactement le profil dont ce gouvernement a besoin. Une chose. Quelqu'un va vous contacter pour caler un rendez-vous. Avec. Le Premier ministre. On me propose d'être ministre. T'hésites? Je vais me faire broyer. Ça m'aiderait de comprendre un peu comment ça fonctionne dans ta tête. Finalement, je te croyais différente des autres, mais t'es prête à vendre père et mère pour quelques miettes de pouvoir. Ça fait 12 ans que je la vois se bagarrer pour les Bernardins comme si l'avenir de l'humanité en dépendait. Je te demande juste de lui faire confiance un peu. Les plans, ça fait 20 ans que j'en vois passer. L'État trouvera toujours une bonne raison pour ne rien faire. Je les prends sur qui, les millions? Mais vous faites comme vous voulez, vous vous démerdez, je m'en fous de votre cuisine. On cherche des personnalités, pas des pirates de la politique. Je ne suis pas là pour vous dire qu'on doit se battre, je suis là pour vous dire qu'on va gagner. Et bonjour Reda Kateb. Bonjour. Bonjour. Les Promesses, c'est un film politique. C'est aussi un film assez réaliste. Est-ce que c'est ce qui vous a séduit dans ce scénario, qu'il semblait ou qu'il sonnait juste? Oui, bien sûr, la justesse est finalement le premier point d'entrée vers un projet, mais au-delà du réalisme et de la justesse, j'avais vu le premier film que vous avez cité de Thomas Kruithof, La mécanique de l'ombre, et j'y ai trouvé beaucoup de style aussi. Et donc je me suis dit qu'effectivement cette justesse, ce scénario très documenté sur la réalité de cette politique locale que je connais très peu, il fallait lui donner aussi du relief pour en faire un film de cinéma, quoi. C'est quoi avoir du style au cinéma? Ou pour un réalisateur? C'est une belle question. Je pense que c'est ne surtout pas chercher à imiter des références. C'est avoir un sujet fort à porter et certainement un propos, mais aussi de ne pas perdre de vue la situation de spectateurs dans une salle qui vont prendre une soirée pour s'asseoir et se taire pour écouter votre film. Et donc, oui, je dirais c'est la grâce de la mise en scène. C'est un scénario qui a été nourri par les rencontres du réalisateur qui a travaillé avec son co-scénariste, Jean-Baptiste Delafont, l'un des créateurs de la série Baron Noir. Est-ce que vous diriez que dans ce film, Les Promesses, il y a quand même les ressorts du thriller, en tout cas de l'intrigue qui fonctionne, sur une réalité ou un scénario qui est en prise avec le quotidien des habitants de cette cité? Oui, justement, on parlait de style. Effectivement, ce film emprunte pas mal de traits au style du thriller. J'aime voir ce film comme un thriller de politique locale. Et en même temps, voilà, il y a ce souci de justesse par rapport au réel. Mais
notamment dans son rythme, il y a cette chose du thriller où finalement on peut jouer sur un suspense, sur une montée en tension, plus on s'approche de la fin du film. Ouais. C'est ça qui est quand même extrêmement réussi, c'est que les services secrets, quand on parle de la mécanique de l'ombre, par exemple, c'est vrai que c'est un univers qui déjà joue avec tous ces mystères, avec ces mythologies. Là, vous le dites un thriller de politique locale. On se dit que la politique locale, ce sont que des affaires très terre à terre, et pourtant, le film là aussi s'envole parce qu'il est extrêmement humain dans sa manière d'être incarné aussi par ses personnages. Pour naviguer entre ces différents niveaux de pouvoir, votre personnage Yazid, qui est donc le directeur de cabinet de la maire et qui va essayer de porter les revendications des habitants de cette cité, de quelle qualité faut-il faire preuve? Quelles sont les qualités que vous avez souhaité donner et conforter chez votre personnage? Je dirais que j'avais pas vraiment d'intention de qualité à apporter ou à donner à ce personnage au-delà de la partition que j'avais à jouer. Moi, ma ligne, c'est d'incarner, c'est de donner chair à ce récit et à ce personnage. Mais justement, ce qui m'a intéressé chez ce personnage, c'est qu'il n'est pas traité de manière manichéenne. Il a quelque chose d'assez héroïque. C'est un personnage dont je trouve comme qualité qu'il a un certain panache. Et en même temps, il n'est pas dénué d'ambition, de lâcheté peut-être à certains moments, en même temps qu'il a un très grand courage. Et donc c'est dans ces frottements-là, dans ces contradictions-là que je trouve matière à créer un rôle, à jouer un personnage. Mais vous avez de l'empathie pour lui aussi, non? Ça se sent. Ah oui, oui, le métier d'acteur est un métier de l'empathie. Je pense que au même titre qu'un avocat, je ne suis pas là pour juger un personnage, mais pour lui donner toute mon empathie, quel qu'il soit. Mais j'aime finalement cette figure, parce que je trouve que le cinéma, quand même, est quelque chose de l'instant, quelque chose du moment, et une captation de quelque chose du présent. Et je trouve que cette figure de directeur de cabinet, issu du quartier dont on parle dans le film, issu de l'immigration, des banlieues, entre guillemets, correspond à quelque chose de très contemporain. Et je trouve qu'il est traité de manière aussi comme aujourd'hui en 2022, quoi. Il sait faire preuve d'humilité quand il faut, il sait faire preuve d'agilité quand il faut. Il a des qualités réelles, ce directeur de cabinet, tout en épaulant, sans chercher à lui voler la lumière, cette mère de cette commune du 93, incarnée par Isabelle Huppert. Il a aussi une vraie intelligence des situations. Yazid, il sait adapter son langage en fonction de ses interlocuteurs. Quand il est au sein de la communauté serbe, pour tenter de séduire ses électeurs, quand il est avec un ancien pote du quartier, quand il est avec le chef du parti, il n'est pas le même, c'est vraiment un caméléon. Votre grand-oncle, si je me repère bien dans l'arbre généalogique, Kateb Yassine, disait que la langue française était pour lui le butin de guerre des Algériens. Quel est votre rapport à cette langue, vous qui venez du théâtre aussi, à la langue française? Oui, chez Kateb Yassine, il y avait cette idée, il appelait écrire en français, donc en tant qu'auteur algérien qui a beaucoup écrit en français, il appelait prendre cette langue, il appelait ça arracher le fusil des mains du parachutiste. Avec cette idée que finalement la colonisation et tout ce qui avait été apporté avec avait été énormément de drames, de douleurs, mais en même temps une richesse, une langue, l'apprentissage de la Révolution française qui a aidé ensuite à se décoloniser dans cette référence. Et moi, je dois dire que mon rapport au français est tout autre puisque c'est ma langue maternelle et c'est ma langue. Mais c'est votre langue d'acteur. Et comme comédien, qu'est-ce qu'elle vous permet, cette langue-là? On a l'impression que d'un rôle à l'autre, comme votre personnage dans Les Promesses, vous arrivez à la manier, à la malaxer, à lui donner différentes significations et des portées complètement différentes. Ça vous vient du théâtre, cet apprentissage-là de la langue, être capable de la maîtriser et de la dominer comme ça? Peut-être, en tout cas, peut-être que oui, peut-être que dans l'expérience que j'ai pu avoir du théâtre ou de lecture, de textes en public ou de choses comme ça, j'ai une approche de la langue dans un scénario, mais en général, pour moi, la langue, elle est quand même au second plan. C'est-à-dire que autant les dialogues doivent être extrêmement justes, autant ils ne doivent pas être beaux.
enfin, en tout cas, on ne doit pas chercher à faire du beau dialogue. Sinon, je trouve que la vie se perd. Il y a quelque chose du vivant qui se perd. Donc, très souvent, on fait plus appel à moi quand même pour des personnages plus taiseux, pour une manière que je peux avoir d'habiter le silence d'une certaine manière. Dans ce film-là, c'est très différent. J'ai très vite compris, dès le premier jour de tournage, que j'allais avoir beaucoup de textes à apprendre tous les jours et que j'aurais peu d'espace pour improviser dans le langage technique, les nombres qui sont cités, etc. Donc c'était une des choses propres à ce projet-là, dans lequel effectivement la langue a valeur d'action. Les promesses, tout ce qui se dit, tout ce qui se promet, c'est l'action du film. C'est la langue performative, ce langage-là, en tout cas, ce langage à différencier de la parole que vous cherchiez à faire sortir, à délivrer quand vous étiez en thérapie dans cette série diffusée sur Arte, réalisée par le couple Toledano et Nakache à l'écran. C'est intéressant, vous dites, je suis plutôt associée à des personnages de taiseux, le silence serait ma marque de fabrique, vous vous référez souvent comme passion, je dirais, au comédien Gabin. Lui, c'était plutôt la colère qu'on associait comme émotion à son jeu. Ces colères bouillonnantes qu'il était capable de provoquer ou de délivrer. Oui, en thérapie, effectivement, je ne suis pas extrêmement taiseux dans la série En thérapie, donc c'est pas une règle. Gabin, c'est une idole pour moi, mais je le vois pas du tout comme une référence dans mon approche du jeu, si ce n'est cette vérité dans les métiers, cette vérité pour représenter les gens de la rue, pour représenter finalement se mettre derrière ces personnages. Et je pense plus au Gabin d'avant-guerre que à celui d'après. Dans le Gabin d'avant-guerre, il y a certainement la colère, mais il y a aussi quelque chose d'extrêmement enfantin, innocent, associé à justement cette grande force que j'admire, quoi. Petit à petit, votre personnage dans le film Les Promesses, en salle mercredi, sort de l'ombre de la mère qui l'accompagne depuis 12 ans. C'est un beau couple de travail à l'écran. On sent qu'ils sont très complémentaires dans cette histoire, dans cette lutte pour obtenir la subvention qui permettra de rénover et de sauver cette cité en perdition, la cité des Bernardins. Ils sont très complémentaires, ces deux personnages, et en même temps, ils sont très dépendants l'un de l'autre. Est-ce que vous avez construit ce rôle en miroir avec celui d'Isabelle Huppert? Certainement, en tout cas, lorsque j'ai reçu ce scénario, je savais déjà qu'Isabelle Huppert avait donné son accord pour ce projet. Donc j'ai lu les lignes de dialogue de Clémence avec la musique de la voix d'Isabelle Huppert en tête, avec son visage, avec tout de suite, dès la première lecture du scénario, je m'envisageais en face d'elle. Et effectivement, ces deux personnages sont totalement dépendants l'un de l'autre dans cette histoire. Je trouve intéressant la manière dont on les expose comme un groupe solide, comme une équipe finalement équilibrée, centrée et solide, et comment très vite les choses vont se complexifier, parfois même se déliter pour nous amener dans le chemin du film, quoi. Et là encore, c'est étonnant de se dire que dans une partie de votre filmographie, vous fonctionnez beaucoup par duo. C'est ce que les réalisateurs vous proposent, mais si on pense à Hors Normes, où vous formez vraiment un ticket avec Vincent Cassel, 2 éducateurs qui vous occupaient de ces ados autistes. Si on pense encore à En thérapie, forcément ça fonctionne aussi dans le duo avec le psychothérapeute, puisque vous êtes là le patient, celui qui vient se confier, et on pourrait citer beaucoup d'autres de vos rôles. C'est ainsi que le cinéma vous voit parfois. Est-ce que dans la vie, vous êtes comme ça, Reda Kateb? Est-ce que vous fonctionnez en binôme ou plutôt en solitaire? Comment vous aimez avancer, vous? Dans la vie, vous voulez dire dans ma vie personnelle? Oui, dans votre vie à vous, dans votre manière de grandir, d'être. Est-ce que vous avez besoin de vous opposer, de chercher une adversité? Est-ce que vous avez plutôt envie de tracer votre chemin, d'apprendre qui vous êtes de manière un peu plus solitaire? Dans mon parcours artistique et dans mon travail, oui, mais je dirais que non, je fonctionne aussi en binôme dans ma vie. Mais c'est intéressant, en tout cas, c'est vrai qu'on reçoit finalement souvent
des projets qui, d'une certaine manière, nous ressemblent, même s'il faut en refuser un certain nombre pour trouver les projets qui réellement, qu'on veut réellement porter à l'écran. Mais je trouve que j'aime beaucoup cette chose du binôme parce que finalement, il y a toujours cette idée que c'est dans l'effet miroir, dans la réflexion, dans donner le change à l'autre qu'une histoire se construit. Et parfois, il m'arrive aussi de porter un film sur mes épaules en tant que rôle principal. Et cette réflexion, se donner le change, il a lieu, mais avec plein de gens différents. Alors que finalement, raconter une histoire de 2 personnages qui font un parcours pendant un film, il y a quelque chose de plus intime, certainement. En tout cas, au cinéma, voilà, vous êtes parfois le bon camarade, celui qui marche en duo. Et puis, effectivement, dans Django, là, vous étiez en solitaire. À vous construire et à évoluer. On revient sur ce parcours, Reda Parkateb. C'est signé Thomas Beau. Allez, on va rappeler les règles pour éviter les embrouilles de la dernière fois. Donc les portables sont interdits et le premier qui l'ouvre prend le point. J'ai pas beaucoup de temps. Si je veux réussir à vous caser, il faut que j'optimise un peu. Toi, t'es qu'un petit employé, tu es qu'un vide-poubelle dans ta boîte. Pourquoi je te respecterais, hein? Pourquoi? Je suis pas angoissé, je suis en colère. On vous a installé une machine, là, qui est juste ici. C'est une pompe à morphine. Et ça vous permet de contrôler vous-même votre antidouleur. D'accord? Non. Si vous avez mal, vous appuyez sur ce petit bouton-là. Allez-y, vous pouvez appuyer si vous avez mal. Tout est clair pour moi. J'ai l'habitude, j'ai appris à analyser, à réfléchir, à tirer des conclusions, à m'améliorer. Je gère le processus. Les mecs, ils sont à 20 bornes de Paris. Gaffe les radars, 130, bien réglo et tout. Tout d'un coup, la caisse qui tombe en panne. Elle continue encore un petit peu sur son élan. Elle vient mourir, tu sais où? L'entrée d'une station-service. Les mecs, ils descendent, ils commencent à pousser la caisse. Et là, devine qui c'est qui vient pour donner un coup de main? Vas-y, devine, juste comme ça. Qui? Devine. J'en sais rien, moi. La douane volante, mon pote, douane volante. 100 kilos, on s'est fait pétard. Vous êtes une caricature. On essaie de vous faire sortir de vos clichés, mais non, on y retourne toujours. Juste pour le plaisir, juste histoire de montrer qu'on n'y échappe pas. Tu m'impressionnes énormément. Vas-y, joue les caïds avec moi. T'es un gros mytho. C'est qui je suis, moi? Nous, on kiffe les rebeux, on kiffe pas les mythos. Dégage! Allez! Ça pique les oreilles, là. On va vous laisser vous reposer, hein. Ça agit un petit peu là, je sens. Tu comprends, mon gars? Voilà, et chacun a son rythme, et chacun a sa manière. Voilà. Faut que ce soit doux. Comme un beau velours. Voilà, très bien. On reprend. Et vous aurez peut-être reconnu un prophète, Zero Dark 30, Hippocrate, Django, Hors Norme ou encore En Thérapie. Qu'est-ce que ces films ou séries ont en commun? Reda Kateb, bien sûr, notre invité jusqu'à 12h30. Au cinéma, Reda Kateb, vous avez joué avec Isabelle Huppert, comme Ryan Gosling. Vous avez joué pour Audiard et Wim Wenders. Si je file la métaphore du film Les Promesses en salle mercredi, quand est-ce que vous avez le sentiment d'être passé de l'échelon local à l'échelon national, de la mairie à Matignon? Lorsque j'ai tourné le film Un prophète. Et du coup, à l'échelon international même, je pourrais dire, puisque suite à la sortie du film, avec Tahar Rahim et les autres acteurs, on a pu faire le tour du monde et voilà, commencer à découvrir le monde. Mais après, moi, lorsque je vivais à l'échelon local, j'avais l'habitude de traverser le périph' dans tous les sens, de sortir aussi de l'environnement dans lequel je vivais, et j'en avais besoin, en fait. J'en avais vraiment besoin. Après avoir joué des rôles de truands, de délinquants, de terroristes aussi, dans Zero Dark 30 de Catherine Bigelow, c'est un rôle de flic traumatisé par l'intervention de sa brigade au Bataclan que vous confie Toledano et Nakache dans la série En Thérapie. On l'a un peu évoqué, mais comment vous avez traversé cette aventure-là, mi-cinématographique, mi-psychothérapeutique? C'était très particulier comme expérience. C'était, je dirais, une expérience d'image, mais très proche finalement du travail du théâtre également, dans laquelle le texte était extrêmement écrit et avait une très grande place, dans laquelle l'artifice de l'image existait très peu, puisque vous avez à chaque fois un huis clos, à chaque épisode, le psy est un patient.
On s'est servi ensemble avec Éric Toledano et Olivier Nakache de la confiance, de l'amitié qu'on avait, des quasiment 2 ans passés ensemble entre la préparation d'Hors Normes, le tournage, la promotion du film qu'on a pu faire. Pour ne plus avoir à vivre les premiers moments d'une rencontre entre un réalisateur ou 2 réalisateurs et un acteur. Et de cette confiance-là, on pouvait aller très vite en fait en tournant en thérapie. Et c'était une expérience extrêmement joyeuse de jouer ce flic traumatisé dans ce cabinet de psy. Ouais. Joyeuse et en même temps on se dit que ça a dû retourner, remuer quand même certaines choses. Adèle, votre personnage, il revient sur les événements de la décennie noire en Algérie, sur les traumatismes que son père a vécu. C'est ce qu'il raconte. On sait que votre père est aussi arrivé en France, d'Algérie dans les années 80. Est-ce que vous avez puisé là encore dans ce que lui vous a raconté, dans vos souvenirs, pour alimenter tout ça ? Alors, je n'aime pas puiser dans ce sens-là parce que... La formule est un peu convenue. Je Non, me suis rendu compte en la disant. Non, parce qu'en même temps, je pense que des acteurs puisent, des acteurs ont ce geste volontaire d'aller chercher dans leur propre traumatisme ce qui pourrait coller à un personnage, ce qui pourrait mettre dans une histoire. Moi, je n'ai pas du tout ce rapport-là. J'avoue que j'ai un rapport beaucoup plus, je dirais, physique, rythmique, peut-être musical dans les rôles. Et en même temps, évidemment, parfois des choses vous traversent. Et parfois, lorsque vous jouez une scène, vous êtes surpris par les concordances entre ce que vous êtes en train de jouer et la résonance que ça peut avoir dans votre propre histoire. Mais ce n'est pas quelque chose que je vais chercher et c'est quelque chose que je dois accueillir quand ça vient parce que jouer, c'est accueillir tout ce qui se passe dans le moment. Il y a un joli documentaire, un beau documentaire très fort, La vie devant nous, de Frédéric Lafont, qui vient d'être présenté au FIPADOC, dont l'édition vient de s'achever, et qui raconte l'histoire de près de 80 000 Marocains recrutés dans les années 60-70 pour venir travailler en France, dans les houillères du Nord. Et ce film, à voir prochainement sur Arte, raconte aussi le destin de ces milliers d'hommes qui ont fait cette traversée. On parlait de votre père algérien réfugié en France, vous avez aussi évoqué la figure de votre grand-père maternel qui avait quitté la Tchécoslovaquie pour travailler dans les mines de France. Tous ces parcours d'immigration qui aujourd'hui font aussi cette France qui est présentée dans le film Les Promesses, dans lequel vous jouez Reda Kateb aujourd'hui. Pour vous, il est important qu'un scénario, un film, soit en prise avec le réel, qu'il raconte quelque chose aussi du moment que nous vivons. Oui, je crois que c'est la raison, c'est une des choses pour lesquelles on va au cinéma, c'est à la fois pour s'évader, mais aussi pour trouver ce miroir de notre société dans un moment. Et oui, et de manière extrêmement présente, je trouve en tout cas que les grands réalisateurs, les réalisateurs qui restent, sont souvent des gens qui arrivent à capter quelque chose de l'instant, quelque chose du moment finalement, et qui ne cherchent pas la postérité ou le général dans leur film, mais qui sont vraiment, je pense, oui, vraiment que aussi bien l'art de l'acteur que celui de réalisateur est vraiment quelque chose de l'instant. Et dans ce film, Les Promesses, je trouve que notamment mon personnage de Yazid apporte autre chose en termes de figure issue de l'immigration, issue des quartiers. Il y a une autre proposition, c'est-à-dire que c'est un personnage qui, tout en ayant conscience d'être d'une certaine manière instrumentalisé de par son parcours, il renvoie l'appareil et il instrumentalise un peu lui aussi, mais sans cynisme, parce que malgré tout, il est avec quelqu'un en qui il croit et dont il croit à la dévotion, à la sincérité dans ses idées. Et ensuite, pour ce qui est de jouer le jeu, il joue lui aussi. Oui, il incarne même une autre image aussi du politique. Vous avez dit, c'était il y a 5 ans, au moment de la précédente élection, que vous étiez parfois un peu affligé par la politique, ce qui s'en dégageait, qu'on avait quand même besoin de rêver aussi en écoutant ces gens-là nous parler, que vous faisiez partie d'une génération qui a toujours voté par défaut pour éviter le pire et que c'était pas votre vision de la politique. Ni ce que vous attendiez de tout cela. Or, ce Dirkap que vous interprétez, il incarne aussi un idéal, malgré tout. Vous aviez envie de lui donner ce souffle-là à l'écran, que vous ne trouvez pas dans la vie politique aujourd'hui ?
En tout cas, c'est vraiment pareil, toujours dans la partition, dans ce que j'avais à jouer, il y a cette chose-là, effectivement, dans laquelle il peut avoir cette couleur idéaliste et en même temps, il est extrêmement pragmatique. Il sait le jeu dans lequel il s'insère, mais ce film va être un peu... cette histoire racontée dans ce film va être pour lui un peu comme un rite initiatique. Je pense que pour les personnes qui verront le film, lorsque le film se termine, soit il deviendra un grand homme politique, soit il arrêtera. Mais il sera allé au bout de quelque chose. Ça, c'est sûr. Le film a été tourné où ? On a tourné en partie dans la cité du Chêne-Pointu, à Clichy-sous-Bois. On a également tourné au Palais de l'Élysée. Vous voyez un peu le grand écart. C'est la réalité qui est racontée aussi à travers ces images de ces grandes cités qui ont une histoire, et c'est une histoire de France. Du Petit Bar à Montpellier à Grigny 2, le phénomène est national, celui de vastes copropriétés dans les quartiers qui se dégradent au fil des ans, mal construites avec un montant de charge très élevé, des petits propriétaires qui n'ont plus les moyens de payer, l'insalubrité qui s'installe, des marchands de sommeil qui en profitent, qui rachètent, qui louent sous forme de dortoirs ou de clapiers. C'est Michel Koupka qui est l'un des personnages dans le film qui dit « À mes côtés, j'ai des gens qui ont mis leur vie à acheter un appartement qui ne vaut plus rien. Du coup, ils pensent que leur vie aussi, elle ne vaut plus rien. » C'est pas anodin si le film sort maintenant, on imagine Reda Kateb. Et si c'est le cas, c'est un heureux hasard, parce que les cités semblent un peu, à travers ce film, se rappeler au souvenir des responsables politiques. Qu'est-ce qu'elles auraient à leur dire pour vous aujourd'hui ? Elles auraient à leur dire certainement qu'elles ne sont pas que des lieux d'insécurité, de délinquance, de communautarisme, qu'il y a la plupart des habitants de ces lieux-là souhaitent mieux vivre, souhaitent évidemment une meilleure vie pour leurs enfants, ont un certain sens et un sens certain de ce qu'on appelle le vivre ensemble. Il y a une grande solidarité aussi dans ces lieux-là. Vous trouvez parfois comme des villages à la verticale où tout le monde se connaît, où on s'entraide. Et voilà, je pense que ça ferait du bien de considérer ces lieux et les gens qui y vivent d'une autre manière et avec plus de dignité, avec plus de soin, justement. Et cette question des copropriétaires que vous citiez, c'est une question dont j'entends extrêmement peu parler, notamment dans le débat politique, et qui concerne quand même presque 100 000 personnes en France, qui sont des gens... voilà, c'est des vies dont on parle. Voilà, il faut espérer que le logement devienne un des sujets de cette présidentielle, parce que le national est aussi concerné. Les derniers arbitrages, on le voit dans le film, se font à Matignon ou à l'Élysée pour savoir qui va bénéficier de la dite subvention publique. Et puis ça met en valeur un engagement, celui des citoyens et celui de certains maires courage. On se souvient du coup de gueule d'un Stéphane Gatignon, maire de Sevran, qui avait démissionné pour dénoncer l'insuffisance des politiques publiques. Il en existe des maires courage, un peu comme lui, un peu comme vous, dans ce film, et comme Isabelle Huppert qui incarne la maire de cette commune. Merci beaucoup à vous, Reda Kateb, d'être venue nous en parler. Les promesses, c'est en salle mercredi. Merci.